bonjour, Manel et Corentin, nous sommes internes pour le réseau Jeune. Nous avons le plaisir d'interviewer le professeur Bureau à propos des dernières recommandations sur le TIPS. On manquait actuellement en France peut-être de recommandations claires qui permettaient de standardiser la prise en charge sur l'utilisation du TIPS. Est-ce que vous avez peut-être, sur la plus de centaine de recommandations qui ont été données, quelques points clés à nous donner Bonjour, ouais, je crois que tu soulignes un point qui est très important, c'est que ce qui a motivé une grande part de la réalisation de ces recommandations, c'est qu'on se rend compte en fait que sur chaque site, les gens faisaient ce qui leur semblait le mieux pour les malades, mais qu'il y avait des pratiques qui étaient très hétérogènes. Alors, très hétérogènes à la fois dans l'évaluation avant TIPS, très hétérogènes dans la mise en place du TIPS, la procédure elle-même, mais aussi très hétérogènes dans le suivi après TIPS. Or, ce qui va faire le succès de la technique, c'est-à-dire apporter le maximum de bénéfices en limitant les risques, c'est clairement la bonne sélection des malades, la bonne mise en place du shunt avec des objectifs clairs, et puis surtout le suivi des malades derrière. Et c'est à ce prix qu'on aura les résultats qu'on attend, en tout cas ceux qui sont décrits dans les études. Et il y avait vraiment un manque justement de standardisation de ces trois étapes fondamentales, l'évaluation avant, la mise en place et le suivi. et peut-être un peu plus spécifiquement, on pense notamment au rôle du TIPS dans le carcinome hépatocellulaire. Quelle est sa place actuellement? Alors sa place grandit, pourquoi? Parce qu'en fait, d'abord la survie de ces malades s'améliore avec l'amélioration des traitements, que ce soit les techniques de destruction ou les traitements médicamenteux, l'immunothérapie, et finalement on voit des malades qui vivent beaucoup plus longtemps, donc qui sont exposés au risque de l'hypertension portale. On ne se posait pas la question quand la durée de survie était de 3 mois avant. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut être rassuré sur 2 points. Le premier, c'est chez des malades qui ont déjà un TIPS et qui développent un carcinome hépatocellulaire, la plupart des traitements sont faisables. Il y a une seule réserve, c'est pour la chimio-embolisation, puisque vous allez couper la vascularisation artérielle alors que déjà vous avez un shunt et vous coupez une partie de l'apport fonctionnel veineux hépatique. Et puis il y a aussi parfois des situations où le TIPS va pouvoir permettre un traitement, même curatif. Je pense en particulier à la radiofréquence, c'est-à-dire que si vous avez un malade qui a une TIPS avec un site réfractaire, la radiofréquence peut être compliquée. Vous traitez la site réfractaire et ensuite vous pouvez faire des gestes comme de destruction percutanée comme la radiofréquence. Donc il y a une réelle place grandissante du TIPS chez les malades qui ont un carcinome hépatocellulaire ou qui auront après ensuite un carcinome hépatocellulaire. Je vous remercie. Merci pour ces éclaircissements sur les recommandations du TIPS. J'encourage tout le monde donc à aller lire ces recommandations dès qu'elles seront disponibles. On voulait aussi en profiter pour revenir peut-être sur les indications du TICSTAR suite à votre intervention hier en plénière. Comment mieux utiliser le TICSTAR par le futur? Alors c'est vrai qu'on s'est rendu compte avec une enquête de pratique en France que l'utilisation du TICSTAR, il y avait à peu près 50% de mésusage. C'est-à-dire qu'on ne respectait pas les indications de l'AMM, qui sont issues en fait de l'essai pivotal de Bass. Et que la moitié des malades étaient traités par rifaximin alors qu'il n'y avait pas d'indication. Ce qui pose un problème déjà, je dirais, conceptuel. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas les indications dans lesquelles il a été testé. Alors c'est vrai que dans l'AMM, il n'y a pas la rifaximin en prévention d'encéphalopathie hépatique après TIPS, mais que ça ne va pas concerner une grosse proportion de patients. Et les recommandations, c'est effectivement pour les TIPS, en tout cas programmés, puisqu'il faut le débuter 14 jours avant, de débuter la rifaximin pour diminuer le risque d'encéphalopathie. Et d'arrêter après 6 mois, quand il n'y a pas eu d'épisode d'encéphalopathie hépatique. Donc des indications à revoir tout au long du suivi du patient. Bien sûr. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir.